Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce qu'on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Travelers? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, c'est une compagnie ici qui exerce dans le secteur de l'assurance aux États-Unis. Ok? Vous pouvez voir ici qu'elle a plusieurs types d'assurance ici. Donc, pour voilà, les personnes comme vous et moi. Donc, ici, c'est donc l'assurance automobile, l'assurance habitation, etc. Vous pouvez voir la plupart d'ici, même des bateaux, même pour les événements, elle vous donne même des produits d'assurance par rapport à ça. Donc ici, ils font à peu près tout, d'accord, au niveau dans le domaine des assurances. Donc ce genre d'entreprise, c'est un peu comme les compagnies bancaires. Ce qui compte avant tout, c'est le book value, premièrement, et deuxièmement, c'est le return on equity, ok, avant même d'arriver aux alentours du PER, etc., ok. Donc, quand moi j'arrive sur une compagnie d'assurance, si je veux voir un book value stable et croissant dans le temps, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, quand j'arrive ici, je vais sur Fundraft, donc je regarde le per share au niveau du book value, donc en vérifiant bien qu'on est bien sur la compagnie, il ne faut pas que ça nous fasse comme ça nous a fait la dernière fois. Donc ici, au niveau de l'equity, depuis 2001, nous avons un book value qui augmente littéralement, donc en moyenne de 8% sur cette longue période de temps, en moyenne. Ok. Donc nous avons une croissance du book value ici. En 2021, il était de 115 dollars à l'action. Donc vous allez voir que le prix de l'entreprise a tendance à suivre le book value ici. Donc ici, au niveau du quarterly ici, donc par rapport au dernier trimestre, quel est le book value ici? Nous avons un book value qui est en berne. Attention, il faut questionner la raison pour laquelle le book value diminue. Ça peut être temporaire comme ça peut être durable. Parce que ce book value-là inclut le cash et différents investissements. Donc, attention. Donc, ici, on a un book value de 95 dollars à l'action. Moi, personnellement, je sais déjà qu'à partir de ce niveau-là, c'est un point d'interrogation. Idéalement, s'il fallait l'acheter à un prix, mon prix idéal serait de l'acheter aux alentours de son book value. Idéalement, c'est de l'acheter aux alentours de son book value, c'est-à-dire que je ne veux pas surpayer par rapport à la valeur comptable nette. Ok. Idéalement, c'est vraiment ça qu'il faut faire pour les compagnies d'assurance ou les compagnies bancaires. Donc, quand on regarde également au niveau du return on equity, je veux un return on equity qui est au moins de 10% pour les compagnies les mieux gérées dans ce secteur-là. D'accord? Donc, 10% ici, est-ce que c'est le cas? Oui, on a un return on equity de 10%. Donc, c'est-à-dire que le book value est croissant et le return on equity reste stable. Il reste à peu près aux alentours de 10%. Ça veut dire que le management est de qualité. Ça peut signifier que le management est de qualité dans les compagnies financières. Ne l'utilisez pas dans d'autres compagnies. Le return on equity, techniquement, n'est pas adapté pour d'autres compagnies. Gardez-le dans les compagnies financières. Donc, si vous avez une compagnie bancaire qui a un return on equity inférieur à 10%, dites-vous déjà qu'il y a un problème à un certain niveau. Parce que c'est ça la métrique principale, le book value et le return on equity. D'accord? Les meilleurs dans le domaine ont un book value qui est stable et croissant. Parce que le but de la banque, c'est d'avoir de plus en plus de cash pour pouvoir prêter de plus en plus, d'accord, tout en gérant le risque. Donc ici, lisez toujours les rapports financiers ici, parce que les compagnies d'assurance sont des compagnies d'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez pour vous protéger, pour qu'on puisse vous protéger d'un risque futur. Et entre-temps, qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent? Elle va réinvestir cet argent-là pour générer de la performance. Derrière, si vous venez réclamer de l'argent, si vous avez un problème demain, elle va puiser dans les caisses pour pouvoir subvenir à vos problèmes, tout en essayant de bien gérer ce risque-là en vous facturant une somme qui pourrait permettre à l'entreprise de pouvoir rentrer au moins dans ses frais, d'accord, en cas de risque. OK? Donc, alors, quand on regarde ici au niveau maintenant des bénéfices nets par action, donc on va voir ici que les analystes ici sont à peu près optimistes par rapport à ce qui va se passer là, sur les 2 prochaines années. Ils s'attendent à peu près à avoir à peu près des bénéfices nets aux alentours de 16 dollars par action par là, donc 16,22 $ par action. Donc, est-ce que ces analystes-là ont souvent raison? Est-ce qu'ils arrivent toujours à faire, est-ce qu'ils arrivent souvent à faire des prévisions assez correctes par rapport à cette entreprise? Si on regarde, donc les prévisions sur 2 ans, on va se dire ici que oui, avec une marge d'erreur de 10%, oui. D'accord? Donc, ils sont à peu près. Je ne m'attends pas à ce que les analystes aient précisément raison. Je veux juste savoir si les analystes ont prévu à peu près 6 dollars par action et on a eu 6,21 $, ils ont eu raison. Si les analystes ont prévu 9,71 $ et on a eu 8,94 $, ils ont quand même eu raison. D'accord? On a une marge d'erreur à peu près de 10% ici. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de grandes chances qu'on ait à peu près 16 dollars ici, 22 par action. Mais ça, c'est par rapport aux analyses. Les analyses sont payées pour suivre l'entreprise au quotidien. Ça ne veut pas dire que vous allez investir à l'aveugle. Maintenant, le marché a tendance à payer 12,65 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise-ci. Vu la qualité de cette compagnie-ci, moi, je serais tenté de dire qu'on peut payer 15 fois les bénéfices littéralement pour cette compagnie-ci. D'accord? Donc, on va rester sur la tendance de ce que le marché paye. Ne soyons pas trop gourmands. Premier niveau ici, ça sera à peu près aux alentours de 205 dollars l'action. OK? 205 dollars l'action par rapport au prix actuel,
on va se dire que si ça se réalise à 13 fois à peu près à 12,65 fois les bénéfices, c'est une entreprise qui pourrait valoir aux alentours de 205 dollars l'action, ce qui représente une croissance à peu près de 13,88%. Croissance, comment on appelle ça, annualisée. C'est annualisé. Faites attention. OK? Parce que si vous prenez ici 205 dollars ici divisé par 156, vous allez trouver quelque chose de différent. Donc, la croissance est annualisée. Donc, ici, si on arrive aux 13 dollars, aux 13 fois les bénéfices ici, on est à peu près à 205 dollars. Si on arrive à s'échanger à peu près à 243 dollars l'action ici, on est à peu près à une croissance par rapport au prix actuel de 21%. Donc, c'est pour ça que je dis l'entreprise ici est correcte et représente une opportunité d'investissement. En date d'aujourd'hui, on a à peu près un yield on cost de 8,72%. Et vous me connaissez ici, c'est que quand moi je parle de yield on cost, je ne parle pas en termes de dividendes. Je parle ici par rapport à mon prix d'acquisition, par rapport également au bénéfice net par action, en sous-entendant que si on me reverse la totalité des bénéfices nets par action ici en date d'aujourd'hui, j'aurai un rendement de 8,72%. Et je recherche toujours un rendement supérieur ou égal à 10%. Mais attention, nous avons également une entreprise ici qui arrive à augmenter ce bénéfice-là en moyenne de 10% année après année. Donc, c'est tout bénéfice pour moi. Si elle arrive à augmenter ce rendement-ci année après année, ça veut dire que d'ici, si j'ai un bénéfice net de 16,22$ ici, d'ici 2024, ça veut dire ici que 16,22$ divisé par mon prix actuel qui est de 156,42$, ça me donne un rendement sur coût de combien? De 10%. C'est exactement ça que je recherche. Donc, j'ai une opportunité d'investissement ici. Mais attention, cet avantage peut fondre comme neige au soleil si vous n'arrivez pas à identifier clairement le risque. D'accord? Donc, ici, il y a de grandes chances que Traveler Co soit bien géré. C'est une belle compagnie qui a déjà prouvé par le passé qu'elle a tendance à être bien gérée. D'accord? 2008 est passé par là. Oui, on a perdu en termes de book value, mais on est revenu à la charge. En 2011 également, on a perdu assez d'argent, mais on est revenu à la charge. D'accord? C'est une entreprise, oui, qui a des dividendes assez stables dans le temps, même si elle a eu à couper son dividende à une certaine période, mais c'est normal. J'aime les compagnies qui coupent leurs dividendes, mais surtout, elles ne coupent pas parce qu'il leur manque de l'argent, mais elles coupent surtout pour se protéger par rapport à une période assez difficile. D'accord? Je ne suis pas quelqu'un de dogmatique, je veux une dividende stable dans le temps. Non, je veux au moins une compagnie qui a la capacité de maintenir ses bénéfices nets stables dans le temps. La capacité, parce qu'à la fin de la journée, je sais que c'est avec ces bénéfices nets-là qu'on va payer le dividende, bien avec les free cash flow. Donc ici, Traveler représente une très bonne opportunité d'investissement. C'est une belle entreprise. Si vous aimez le dividende ici, admettons que vous avez payé cette compagnie, disons, il y a 10 ans, voilà, en 2000, on va se dire qu'en 2002 ici, d'accord, par rapport à vos yield on cost, si vous réinvestissez les dividendes ici, non, vos yield on cost ici, sans réinvestissement des dividendes, est à peu près de 8%. D'accord? C'est la même chose ici aujourd'hui. Si vous achetez cette entreprise, votre yield par rapport à votre coût d'acquisition donc, est à peu près de 8%. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, dans un avenir lointain, il y a de fortes chances que je me rapproche de 8%. D'accord? Actuellement, je le paye. Si je le paye aujourd'hui, j'ai un rendement de 3% par rapport au prix actuel. Et c'est un dividende qui augmente de 5,86% en moyenne, année après année. Donc, on peut se dire littéralement que le 3% qu'on me reverse ici sera plus élevé dans le futur. Mais maintenant, si vous avez réinvesti ce dividende-là, parce que moi, je dis toujours une chose, le dividende est fait pour être réinvesti. Tant que vous n'êtes pas en période ici de consommation, donc tant que vous n'êtes pas en période de retraite, réinvestissez les dividendes. D'accord? Et rachetez uniquement les entreprises quand elles sont sous-évaluées. D'accord? Donc, vous pouvez réinvestir le dividende, qu'importe le prix, mais quand vous voulez remettre de l'argent dans l'entreprise, c'est uniquement quand elle est sous-évaluée. Il n'y a pas de DCA bête ici. Le DCA se fait uniquement avec le dividende. D'accord? Et si vous voulez acheter l'entreprise avec un nouveau cash, donc si vous voulez réinjecter de l'argent à l'intérieur, c'est uniquement parce que l'entreprise est sous-évaluée et non parce que le prix a baissé. Ou bien parce que vous investissez de manière automatique. C'est très bête. D'accord? Donc, je ne vais pas revenir dessus. Donc, ici, si vous avez réinvesti les dividendes, votre yield on cost serait plutôt de 13%. Vous voyez la force de réinvestir ce dividende-là. D'accord? À la fin de la journée, ce n'est pas le réinvestissement, c'est pas l'apport d'un nouveau cash, c'est uniquement le réinvestissement du dividende. Donc ici, faites attention par rapport à votre coût d'acquisition. Regardez le yield on cost par rapport à votre coût d'acquisition. C'est-à-dire que regardez des bénéfices nets divisé par le prix actuel. Donc, regardez ce yield-là, c'est ça qui est important. Donc, ici, je peux déjà me dire que nous avons la possibilité d'avoir un dividende de 8%. Ça ne sera peut-être pas aujourd'hui, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Et si ce bénéfice net continue à augmenter, je vous ai dit que par rapport à 2024, on a déjà un yield on cost de 10% potentiel. D'accord? Mais ça dépend de la qualité de l'entreprise. Ici, c'est une entreprise de qualité. Vous pouvez déjà voir ici que le bénéfice net a tendance à être stable et croissant. La marge a tendance à être stable et croissant. Le dividende, voilà, tant bien que mal, il représente à peu près un payout ratio de 25% ici. Donc, il y a une marge de croissance assez élevée. Enfin,
D'accord? Donc, dites-vous ici que si on devait même payer la totalité des dividendes en date d'aujourd'hui, j'aurais eu 4 fois plus élevé que le dividende actuel. Donc, ici, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo sur une entreprise de qualité, une opportunité d'investissement. Le prix ici, minimum, est de 2,205 $ à l'action. D'accord? Par rapport au bénéfice de 16,22 $ ici. Donc, selon les prévisions des analystes ici et selon la croissance moyenne de l'entreprise ici, vous pouvez voir ici que c'est une entreprise ici sur à peu près, sur les 5 dernières années, elle a une croissance des bénéfices de 11%. D'accord? Sur les 10 dernières années, elle a une croissance des bénéfices de 4% ici. Donc, si on prend juste une croissance des bénéfices de 4% ici, on est correct. Des revenus de 4%, faites attention. D'accord? Donc, ici, on va se limiter là. Traveler, compagnie de qualité, allez lire vos rapports financiers et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.